Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière ORCID, la filière de santé des maladies rénales rares. Cette nouvelle série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur l'hyperoxalurie. Ce PNDS a été publié en 2023 sur le site de la HAS, ou Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par le professeur Sandrine Lemoine et le professeur Justine Baqueta, membres du Centre de référence des maladies rares rénales de la Réunion et du Grand Est, ou MAREJ, sous l'égide de la filière ORCID. Dans ce dernier épisode, nous allons parler du quotidien des patients atteints d'hyperoxalurie. Comment les aider à vivre avec cette maladie rare? Dr Emery, quelles sont les grandes lignes du suivi? Bonjour. Le suivi est global et multidimensionnel, car l'hyperoxalurie est une maladie chronique qui touche à la fois le rein et, dans les formes avancées, d'autres organes. Sur le plan rénal, on surveille d'abord l'activité lithiasique par la mesure de l'oxalurie, idéalement sur les urines de 24 heures, par des cristalluries régulières et par l'évaluation de la bonne dilution des urines en mesurant le volume de diurèse quotidienne et la densité urinaire sur bandelette. La fonction rénale est suivie par la créatininémie et l'estimation du débit de filtration glomérulaire. L'évolution des lithiases et de la néphrocalcinose est surveillée par des échographies régulières chez l'enfant et par une imagerie adaptée chez l'adulte en limitant autant que possible les radiations. Et lorsque l'atteinte rénale est plus avancée, le suivi s'élargit à la recherche de complications liées à l'oxalose systémique. Ça passe par la surveillance de la croissance chez l'enfant, par un bilan osseux, par un suivi ophtalmologique, par l'évaluation cardiovasculaire et un suivi endocrinien, en particulier de la thyroïde et de la puberté. Et enfin, un élément absolument central du suivi, c'est l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire aider les patients et leurs familles à comprendre la maladie et surtout à intégrer que le traitement est un engagement au long cours, souvent à vie, avec des enjeux particuliers à l'adolescence notamment. Et quel est le rythme des consultations? Alors, le rythme va dépendre du stade de la maladie et du traitement. Dans les formes stables, un suivi tous les 3 à 6 mois peut suffire. Si la maladie évolue ou si des complications apparaissent, les consultations deviennent plus rapprochées. Chez les patients traités par ARN interférent, le suivi est initialement mensuel, notamment pour évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement, puis il peut être espacé. Après une transplantation, le suivi est au départ très intensif. Les cristalluries peuvent être contrôlées plusieurs fois par semaine avant d'être progressivement espacées lorsque l'équilibre métabolique est stabilisé. La qualité de vie est-elle fortement impactée? Elle peut l'être, oui. Le principal facteur, c'est souvent la charge du traitement, et en particulier l'hyperhydratation, qui est contraignante au quotidien et qui peut nécessiter chez certains enfants la mise en place d'une gastrostomie. Et à cela s'ajoutent les contraintes alimentaires, même si le régime reste généralement normoprotidique et normosodé, les épisodes parfois douloureux de coliques néphrétiques, les consultations et hospitalisations répétées. C'est pourquoi l'accompagnement psychologique, le soutien familial et l'adaptation de la vie scolaire ou professionnelle sont essentiels. Chez l'enfant, la mise en place d'un projet d'accueil individualisé, qu'on appelle le PAI, permet souvent d'améliorer considérablement le quotidien. Y a-t-il des ressources spécifiques pour les patients et leurs familles? Oui, plusieurs associations, comme l'AIRG, qui est l'Association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques, ou PH Europe, qui est une association européenne de patients avec hyperoxalurie primitif, offrent des ressources précieuses, comme beaucoup d'informations, du soutien entre les familles, des témoignages, et elles participent aussi à la recherche et à l'amélioration des parcours de soins. Et les centres de référence de la filière ORCID sont également là pour coordonner les soins. Un dernier mot pour conclure cette série, docteur? Eh bien, je dirais que l'hyperoxalurie primitive est une maladie rare et complexe, mais les avancées thérapeutiques récentes ont profondément changé le pronostic, en particulier dans certaines formes. Un diagnostic précoce, une prise en charge coordonnée et l'implication conjointe des professionnels de santé et des familles font toute la différence. Il faut rester exigeant dans le suivi, mais aussi confiant dans l'avenir. Merci beaucoup, Dr Emery, pour votre disponibilité et votre clarté. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter le site de la HAS et de la filière ORCID pour retrouver le PNDS complet et des ressources d'information pour les patients et les professionnels. Prenez soin de vous
et à très bientôt sur notre chaîne de podcast.